Alors on va faire dans cette vidéo un petit peu de construction. Le but n'est pas forcément que vous sachiez faire parfaitement la construction de tous les diagrammes de Bode, mais que vous ayez les grandes lignes pour voir comment le construire. Vous allez voir, ça ressemble tout le temps à la même chose, et une fois qu'on aura fait la construction sur un exemple, qui va être l'exemple du filtre passe-bas RC habituel, donc une fois qu'on aura fait une construction sur un exemple, on pourra voir qu'est-ce qui se passe pour les différentes fonctions de transfert qui correspondent aux différents types de filtres, et vous verrez qu'avec un moyen mnémotechnique relativement simple, on va pouvoir analyser visuellement ces diagrammes et en déduire, rien qu'en regardant la fonction de transfert, quel type de filtre vous avez à disposition. Donc, pour l'exemple du filtre, d'un filtre passe-bas du premier ordre, on va prendre un filtre RC, on va prendre l'exemple dans l'électricité, et donc le filtre RC, c'est vous avez une résistance, vous avez une capacité, vous branchez votre tension d'entrée d'un côté, alors je vais tout de suite la travailler en complexe, et je m'intéresse à la tension de sortie. Alors il y a une des hypothèses qui est assez importante dans le traitement des filtres. En règle générale, on va toujours supposer notre filtre non chargé. Donc hypothèse, filtre non chargé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça c'est un terme qui vient en fait plutôt de la mécanique. Quand vous chargez un moteur, c'est que vous avez mis une charge qu'il faut soulever. En électricité, c'est pareil. Mettre une charge, ça veut dire brancher quelque chose derrière le filtre. Donc filtre non chargé. Non chargé, ça veut dire que rien n'est branché dessus. Rien n'est branché en sortie. Et donc ça implique qu'il n'y a pas de courant de fuite. Pas de courant de fuite. Alors vous allez tout de suite voir pourquoi est-ce qu'on fait cette hypothèse-là, c'est pour pouvoir faire assez facilement les calculs. Ça veut dire que I fuite ici va être égal à 0. Et si I fuite est égal à 0, vous reconnaissez un diviseur de tension. Et le diviseur de tension, on sait l'utiliser correctement. Donc on peut alors invoquer le diviseur de tension. Pour dire que la tension de sortie, elle est censée être égale à ZC sur ZC plus ZR multiplié par la tension d'entrée. Tiens, ça, en fait, votre tension de sortie, elle est normalement censée être donnée par la fonction de transfert que multiplie la tension d'entrée. Donc, on en déduit que la fonction de transfert qui est ici, en fait, c'est ce bout-là. D'où la fonction de transfert de ce filtre qui va s'écrire ZC sur ZC plus ZR. Et ça, c'est assez général. Vous prenez deux impédances, vous les mettez comme ça en série, l'une de l'autre. Vous supposez que le filtre n'est pas chargé de sorte qu'il n'y ait pas de courant de fuite et que vous puissiez utiliser directement votre diviseur de tension. Et vous en déduisez la fonction de transfert. Alors, je ne vais pas tout de suite remplacer comme une brute le ZC par 1 sur JC oméga, parce que sinon je vais avoir des fractions à étage. Je n'aime pas les fractions à étage. Donc, je vais multiplier en haut et en bas. Je vais dire qu'on fait une multiplication en haut et en bas par YC. Je multiplie tout ça. Vous voyez que à ce moment-là, ZC fois YC, comme c'est l'un et l'inverse de l'autre, la multiplication des deux vous donne 1 de nouveau. Donc je l'ai à la fois à cet endroit-là, ZC YC, et puis ce ZC YC me donne 1 aussi. Donc je me retrouve avec un 1 là, un 1 là. Et puis il me reste du ZR YC. Et ça, maintenant, je peux l'écrire de manière relativement simple, puisque YC, il est sympathique, il vaut simplement JC oméga. Donc ça me fait du 1 plus JRC oméga. Donc on a obtenu ici la fonction de transfert qui correspond à ce filtre-là. Alors pourquoi je dis que c'est un filtre passe-bas ? Pour pouvoir dire que c'est un filtre passe-bas, il va falloir réécrire ça et montrer qu'à haute fréquence, ça ne passe pas, alors qu'à basse fréquence, ça passe. C'est ce qu'on appelle aussi l'analyse qualitative, ce qu'on pourra faire en règle générale avant de faire des calculs, mais on va essayer
de voir à quoi ça correspond. On verra ça pendant les exercices en cours. Donc, j'ai ça. Alors, je peux aussi écrire cette expression-là sous la forme 1 plus j oméga sur oméga c, en posant oméga c égale 1 sur RC. Tiens, RC, ça vous rappelle quelque chose, non? C'est le temps caractéristique d'évolution pour le régime transitoire du circuit RC. C'est normal, on a un R, on a un RC, un C, donc on a un circuit RC. Et là, vous voyez que ça réapparaît comme point caractéristique. Alors, une petite remarque au passage. Alors, au passage, on a une définition qui est la définition de ce qu'on appelle une pulsation de coupure. Donc, qui va être, je vous le donne en mille, le oméga c. C'est bien pour ça que j'ai mis un petit c en indice, c'est pour coupure. La pulsation de coupure, c'est la pulsation pour laquelle la fonction de transfert, le module de la fonction de transfert, module de h, est divisé par racine de 2 par rapport à sa valeur maximale. C'est-à-dire que, en règle générale, vous allez définir votre pulsation de coupure de sorte que le module de la fonction de transfert quand vous êtes en oméga c, c'est le max du module de la fonction de transfert divisé par racine de 2. Alors c'est un peu bizarre cette histoire de racine de 2. Vous avez déjà vu que des racines de 2, ça apparaissait à différents endroits. Alors ce racine de 2 en particulier, c'est un racine de 2 qui va correspondre à une division quand je fais du 20 log du module de la fonction de transfert. Donc c'est 10 log du module de la fonction de transfert au carré, c'est quand le module de la fonction de transfert au carré a été divisé par 2, et c'est de nouveau relié au fait qu'au début on s'intéresse plus particulièrement aux puissances, et les puissances font intervenir une tension au carré, et donc ça va être le module de la fonction de transfert au carré qui va être intéressant. C'est quand vous avez une certaine puissance d'entrée et la puissance de sortie, ça commence, ça va dépasser par-dessus ou par-dessous la moitié de la puissance d'entrée. Et ce terme de moitié, qui lui pour le coup est relativement naturel, on va dire que si jamais il y a plus de la moitié de la puissance d'entrée qui arrive en sortie, alors ça passe. Et s'il y a moins de la moitié de la puissance d'entrée qui passe dans la sortie, alors ça ne passe pas. Et de manière assez arbitraire, on donne la limite ici. Et donc, comme on travaille en tension plutôt qu'en puissance, il va falloir regarder cette division par racine de 2. Donc on dit que si l'amplitude de l'entrée par rapport à la valeur maximale qu'on peut en avoir en sortie a été divisée par racine de 2, à ce moment-là, ou par plus de racine de 2, vous aurez votre système qui ne passe pas, et inversement ça passe si c'est pas trop divisé, et donc une division moindre que ce racine de 2. Bon. Donc on a ici une expression explicite de la fonction de transfert sous cette forme-là. Et à partir de là, je peux tout calculer. Je peux calculer la phase, je peux calculer l'amplitude, je peux calculer du coup le gain. Donc, si je m'intéresse à la phase phi, c'est par définition l'argument de la fonction de transfert. C'est donc l'argument de 1 sur 1 plus j oméga sur oméga c. Bon, l'argument d'un inverse, c'est l'opposé de l'argument, donc j'ai du moins argument de ce qui est en dessous, donc 1 plus j oméga sur oméga c. Vous pouvez aussi dire l'argument d'un rapport, c'est la différence des arguments, donc l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur, et l'argument de 1 qui est un réel positif, c'est 0, l'angle est nul quand vous regardez dans le plan complexe. Là, vous vous souvenez que j'ai l'argument d'un nombre complexe, que celui-ci, il est fort sympathique, il s'exprime en fonction d'un arc tangente à condition que la partie réelle soit positive. Là, c'est bien le cas, il vaut 1, donc c'est moins arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. La partie imaginaire, c'est oméga sur oméga c. La partie réelle,
c'est 1, donc c'est moins arctangente de oméga sur oméga c. Donc ici, j'ai la phase qui s'exprime en fonction de l'arctangente de oméga comparée à oméga c. Vous voyez au passage que phi en oméga c, c'est égal à moins arctangente de 1, oméga c sur oméga c, donc c'est égal à moins pi sur 4. Donc une manière de trouver la pulsation de coupure, c'est de trouver l'endroit où le déphasage est de moins pi sur 4. Pour ce cas-là, hein, attention, là je regarde à chaque fois, c'est toujours intéressant de regarder à la pulsation de coupure, mais il faut que pour chaque fonction qu'on vous donne, vous soyez capable de vous adapter à la fonction qui vous est donnée. Il y a des choses, des notions qu'il faut connaître sur les comportements globaux de vos systèmes, mais après, il faut pouvoir s'adapter à chaque fonction de transfert. Bien, et vous avez que le gain en décibels. D'abord, je vais calculer le module de ma fonction de transfert, c'est-à-dire c'est le module de 1 sur 1 plus j oméga sur oméga c. Alors le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Le module de ce qu'il y a au-dessus, c'est 1. Le module de ce qu'il y a en dessous, c'est racine de partie réelle au carré, donc 1 au carré, donc finalement 1, plus partie imaginaire. Et la partie imaginaire, c'est oméga sur oméga c. Et donc il faut prendre la partie imaginaire au carré. Donc ça c'est mon module, et ben vous en déduisez du coup que le gain en décibels, comme c'est 20 log du module de la fonction de transfert, vous voyez que ça dépend effectivement de oméga, puisque c'est 20 log de 1 sur racine de 1 plus oméga sur oméga c au carré. Donc on a une expression du gain. Alors, remarquez que le gain en oméga c, c'est égal ici à 20 log de 1 sur racine de 1 plus 1. Donc, c'est 20 log de 1 sur racine de 2. Et 20 log de 1 sur racine de 2, si vous faites l'application numérique, c'est moins 3. Alors les gains, ils s'expriment en décibels, c'est pour ça qu'on met un petit dB en dessous. Donc j'ai du moins 3 décibels. Donc remarque aussi générale, on parle de pulsation de coupure à moins 3 décibels. Et on précise ces histoires de pulsation de coupure à moins 3 décibels. Ça veut dire que le gain en décibels à la pulsation de coupure, c'est le max du gain qu'on a à disposition, moins 3 décibels. Ici, pour mon passe-bas, qui est un filtre passif, le maximum du gain c'est 1. Vous voyez que la fonction de transfert, le maximum du gain, pardon, c'est 0. Le maximum du module de la fonction de transfert, c'est 1. Et 20 log de 1, ça fait 0. Puisque ce terme-là est forcément inférieur à 1, je divise par quelque chose qui est supérieur à 1. Et ce quelque chose peut au mieux être égal à 1 quand oméga tend vers 0. On voit ça ici quand ce terme-là tend vers 0 gentiment. Donc, j'ai mon gain max qui valait 20 log de 1, c'est-à-dire 0 dans ce cas-là. Et donc, j'obtiens un gain à la pulsation de coupure qui correspond à moins 3 décibels. Bon, ce qu'on fait toujours dans ce genre de cas, c'est regarder ce qu'on appelle les comportements asymptotiques. Le comportement asymptotique. Comportement asymptotique, ça veut dire je regarde qu'est-ce qui se passe quand oméga tend vers 0, quand oméga tend vers l'infini. Quand oméga tend vers 0, le module de la fonction de transfert, alors on va travailler directement aux fonctions de transfert. La fonction de transfert, c'est égal à 1 sur 1 plus j oméga sur oméga c. C'est donc équivalent à 1 sur 1, puisque le terme en bas, alors les équivalents, vous avez appris à vous en servir sur les réels. Ça marche aussi sur les complexes, modulo quelques petites précautions oratoires habituelles, mais qui marchent bien en physique. Et le terme qui est ici, lui, tend vers 0. Et donc, le terme prédominant, ça va être le terme en 1. Et donc, je me retrouve avec une fonction de transfert qui est équivalent à 1.
Alors c'est beaucoup plus simple de faire l'équivalent sur les complexes et ensuite regarder module et argument plutôt que de regarder module et argument sur le cas général et ensuite faire les limites quand oméga tend vers 0 ou quand oméga tend vers l'infini. En règle générale, les calculs seront beaucoup plus simples. Là, vous voyez que le module de l'équivalent, ça vaut 1 ici, et l'argument de H, lui, il tend vers 0 quand oméga tend vers 0. Alors, notez que je me garde bien d'écrire un équivalent à 0, de peur de me faire taper sur les doigts par mes collègues de mathématiques. Donc, je dis gentiment et de manière très pudique que quand oméga tend vers 0, la phase tend vers 0. Pourquoi? Parce que ce terme-là, c'est un complexe qui a le bon goût d'être réel positif et donc son argument, lui, il vaut 0. Et effectivement, c'est ce que je retrouve à cet endroit-là. Alors au passage, vous pouvez regarder cette expression-là, et dans cette expression-là, quand oméga tend vers 0, ça tend vers moins arctangente de 0, et arctangente de 0, c'est effectivement 0. Donc là, c'est relativement facile à voir directement depuis l'expression. Et quand on regarde cette fonction de transfert, quand oméga tend vers 0, vous avez bien que ça tend vers 1 sur racine de 1, donc vers 1, et j'ai donc un gain en décibels, le gain en décibels, qui là aussi je ne marque pas qu'il est équivalent à 0, surtout pas, il tend vers 0 quand oméga tend vers 0. Qu'est-ce que ça veut dire si le gain tend vers 0? Ça veut dire que ça passe. Pour une fois, c'est un 0 qui est plutôt positif, si vous voulez bien me permettre. C'est-à-dire que ce 0-là me dit que le rapport de l'amplitude de sortie sur l'amplitude d'entrée vaut 1. C'est justement le fait que cette fonction de transfert-là, elle tend vers 1 et donc que la sortie va être la même chose que l'entrée. Et je me retrouve avec un machin qui a la même amplitude et donc on va dire que ça passe. Si oméga tend vers l'infini, donc si oméga tend vers l'infini, on peut de nouveau regarder à quoi est équivalent la fonction de transfert. Dans ce terme-là, maintenant, c'est le terme qui est ici qui est prédominant. Donc, ça va être équivalent à, en haut, c'est 1, il n'y a pas le choix, il est tout seul, donc il est automatiquement prédominant. Mais en bas, le terme prédominant, ça va être du j oméga sur oméga c. Et là, ça va être intéressant parce que je me retrouve avec du oméga c sur j oméga. Laissez peut-être sous cette forme-là. Vous voyez que 1 sur j, on peut peut-être dire que c'est moins j. Donc c'est moins j oméga c sur oméga. Alors, ça me dit quoi? Ça me dit que le module de ma fonction de transfert, c'est le module de ce truc-là. Le module de moins j, c'est 1. Module de oméga c sur oméga c sur oméga. Donc, votre fonction de transfert en module est équivalente à oméga c sur oméga. En particulier, elle tend vers 0 quand oméga tend vers l'infini, c'est ce qu'on est en train de regarder, oméga qui tend vers l'infini, et elle tend vers 0, mais elle tend vers 0 comme 1 sur oméga. Et c'est ça qui m'intéresse particulièrement, parce que ça va me permettre d'obtenir un comportement asymptotique pour le gain, notamment les fameux pentes à moins 20 décibels par décade. Donc ça, c'est pour le module de la fonction de transfert. Si je regarde le gain qui est en 20 log de oméga c sur oméga, du coup, qui va être à peu près, qui est normalement 20 log du module de la fonction de transfert. Avec votre fonction de transfert, comme je vais l'approximer à oméga c sur oméga, le module de la fonction de transfert, ça me donne 20 log de oméga c sur oméga. Donc j'ai du 20 log de oméga c moins 20 log de oméga. Et c'est là où vous voyez que vous avez une pente à moins 20 décibels par décade. D'où est-ce que ça sort cette histoire de décibels par décade? Ça sort du fait que si vous augmentez d'un facteur 10 le oméga, c'est-à-dire vous avez monté d'une décade, alors log de oméga a augmenté et passé à log de oméga plus 1, puisque log de 10 oméga, c'est log de 10 plus log de oméga, et log de 10, ça vaut 1. Et donc, l'ensemble de votre gain
le plus 1 fois moins 20, l'ensemble du gain est descendu de 20 décibels. Donc j'ai ici un gain qui va correspondre à une fonction affine. Donc c'est une fonction affine de log de oméga. Donc quand je me mets en échelle logarithmique ou que je représente en fonction de log de oméga, ça doit me faire une droite, fonction affine de log de oméga, de pente, moins 20, et du coup l'unité de cette pente, j'ai des décibels par décade, parce que ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois dans l'échelle logarithmique, quand j'augmente de 1, log de oméga augmente de 1, de combien va varier le gain. Donc j'ai une expression du gain, je vais pouvoir faire cette représentation graphique. Alors, si je regarde phi, dans ce cas-là, vous voyez que la phase de ce terme-là, c'est l'argument en fait de moins j, j'ai un imaginaire pur de partie imaginaire négative, et donc le phi, quand oméga tend vers l'infini, va tendre vers moins pi sur 2. Puisque j'ai dans le plan complexe, vous regardez rapidement dans votre plan complexe, j'ai mon h qui tend vers quelque chose vers le bas, et donc j'ai un argument de moins pi sur 2 ici. Bien, donc ça c'est pour le comportement asymptotique. Donc quand on veut représenter ça, eh bien on va représenter les choses. Alors il va falloir savoir à partir de quand il y a un changement. Donc je me place en échelle logarithmique. Ici, je suis par exemple en oméga c. Et qu'est-ce qui se passe? Alors quand oméga est très inférieur à oméga c, c'est ça que ça veut dire oméga tend vers 0, en fait c'est oméga très inférieur à la pulsation de coupure, de sorte que la partie qui soit là soit négligeable devant le 1 qui est juste à côté. Donc quand vous êtes très inférieur à oméga c, on a démontré que le gain était nul, et donc que j'ai un comportement asymptotique qui va être comme ça. Aux alentours de oméga égale oméga c, je ne sais pas trop ce qui va se passer. En revanche, quand oméga tend vers l'infini, ça veut dire quoi? Puisque mathématiquement, vous voyez bien ce que ça veut dire, oméga tend vers l'infini. Mais physiquement, ça veut dire que oméga doit être très supérieur à oméga c, c'est-à-dire de sorte que à un moment, ce terme-là, il devienne effectivement prédominant sur le 1 d'à côté. Et ça n'est le cas que si oméga devient très grand devant oméga c. Et donc, vous aurez votre pente à moins 20 décibels par décade qu'à partir du moment où vous êtes supérieur à oméga c. Alors, on peut regarder un truc supplémentaire. Vous voyez que votre asymptote ici, c'est une constante moins 20 log de oméga, et en particulier, quand oméga est égal à oméga c, eh bien, votre gain en décibels asymptotique vaut 0. Donc en fait, le tracé ici, la pente est de moins 20 décibels par décade, et puis c'est censé passer par là. Donc ça c'est le comportement asymptotique. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe là, il se passe quelque chose en oméga égale oméga c, et si vous faites le vrai, là je suis en train de représenter le gain en décibels, si vous faites le vrai tracé, vous avez un machin qui est là, qui va rester relativement proche des asymptotes, et puis qui va finir par descendre pour rejoindre la deuxième asymptote, sachant que ici, vous devez être à moins 3. Vous êtes à moins 3 décibels pour cette représentation-là. Si maintenant on regarde l'expression en phase, donc la phase en fonction de oméga en échelle logarithmique, ça se voit pas quand je marque oméga comme ça, mais je peux le marquer de manière explicite que c'est en échelle logarithmique. J'ai toujours mon oméga c qui est ici. Alors là, les asymptotes, elles disent quoi? Elles disent que quand je suis inférieur à oméga c, phi doit valoir 0. Quand je suis supérieur à oméga c, phi doit valoir moins pi sur 2. Et en oméga égale oméga c, on a dit qu'on avait une valeur à moins pi sur 4. Et là, par contre, le comportement asymptotique ou les asymptotes ne sont pas très bien représentatives de ce qui va se passer pour
pour la phase. Et donc on a, mais alors par contre c'est tout le temps le même type de dessin. Vous avez un machin qui fait comme ça, hop, et puis qui est symétrique. En fait, il y a une symétrie en échelle logarithmique de la phase, une symétrie centrale par rapport au point qui est ici, donc à oméga égale oméga c. Mais par contre, on s'éloigne relativement fortement des asymptotes. Donc là, vous voyez, pour cet exemple-là, vous avez une pente qui correspond à moins 20 décibels par décade à haute fréquence, et vous avez un filtre qui est passe-bas, donc à basse fréquence, ça passe. Ça veut dire que l'amplitude en sortie, c'est à peu près l'amplitude en entrée ici. Alors qu'à haute fréquence, ça ne passe pas. Ça veut dire que l'amplitude US0 en sortie va tendre vers 0, puisque à chaque fois il suffit de prendre le gain en décibels, la norme, le module de la fonction de transfert du coup est ici. Vous voyez comme c'est inversement proportionnel à oméga. Quand oméga tend vers l'infini, ça tend vers 0, et ça vous donne le rapport des amplitudes. Donc à une amplitude d'entrée donnée, l'amplitude de sortie va tendre vers 0. Et donc vous avez globalement un comportement qui est un comportement passe-bas. Tout ça, c'est un passe-bas. Donc on dit généralement là où ça passe plutôt que là où ça coupe. Hein, c'est coupe haut si vous voulez, mais ça se dit pas. Donc on dit un passe-bas. On va définir un passe-bas, on définira bientôt sur un passe-haut. Si ça passe à haute fréquence, c'est que ça passe pas à basse fréquence. Et puis vous aurez un passe-bande, ça passe au milieu, mais ça passe ni à haute ni à basse fréquence. Donc on va pouvoir voir à quoi ça correspond tout ça.